Jujutsu Kaisen, ça parle d'exorcisme. Bon, ok, jusque-là, je vous apprends rien. Mais est-ce qu'on a déjà réfléchi à ce qui fait les meilleurs exorcistes? Est-ce leur force, leur vitesse, leur capacité à maîtriser leur énergie ou tout simplement les techniques auxquelles ils ont accès? Ça peut être des facteurs, mais il existe un élément qui définit assurément ton appartenance à la crème de l'exorcisme. Tu t'en doutes, cette vidéo contient des spoils. En temps normal, je préviens, mais il y a toujours un commentaire qui se perd. Donc même si ça risque de casser un petit peu le rythme de la vidéo, je vous laisse le temps de partir. Du coup, en attendant, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner si mon contenu vous plaît. On est bon? C'est parti. Je me lasserai jamais de cette incantation. En étant fan de Bleach, ça me déclenche ce même sentiment cathartique que lors du déclenchement du Bankai. Et pourquoi ces deux provoquent ce genre de réaction bien différente que lors d'autres transformations un peu plus classiques? Parce que c'est le genre de power-up qui n'est pas générique. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que je veux dire, c'est que chacun a une forme qui sera propre à l'utilisateur. Ce qui nous donne un peu cette envie de toutes les découvrir. Donc oui, aujourd'hui, tu l'auras compris, on va compléter notre Pokédex des extensions du territoire. Bon, d'abord, le minimum, c'est de remettre ce que c'est. Rares sont ceux qui l'ont atteint. Actuellement, on n'en connaît qu'une quinzaine ayant réellement réussi à en créer un territoire abouti. On a quelques cas à part qui auront un peu de chemin à parcourir avant de les rejoindre. Déjà, on peut définir un territoire comme la matérialisation de l'espace vital de son utilisateur. En son sein, tous ces sorts associés se verront renforcés et surtout pourront toucher à coup sûr leur cible. Donc on peut déjà se rendre compte que c'est une capacité qui peut faire extrêmement la différence lors d'un affrontement. Tout ça c'est bien beau, mais comment peut-on l'atteindre? Je vous enlève déjà cette supposition, la puissance n'a aucun rôle dedans. Les exorcistes ayant débloqué une extension sont certes très forts, mais tous les forts n'ont pas forcément de territoire. Et on peut même étendre ça à la maîtrise de son énergie occulte. Vu que Nanami ou encore Naobito Zenin, bien qu'ils soient deux exorcistes de classe 1 très expérimentés, n'ont jamais pu l'atteindre. Alors que des joueurs éveillés découvrant à peine le monde de l'occulte comme Iguruma y sont arrivés. Bien que ce soit un cas un peu particulier. Certes, le talent est important, mais il y aura un facteur qui l'est encore plus. Je parle bien évidemment de l'ego. Un sujet que j'ai déjà traité dans une précédente vidéo, mais c'est une chose qui déterminera à chaque fois les combats les plus importants de Jujutsu Kaisen. Pourquoi Megumi n'a-t-il pas affronté le fléau de classe S de la prison? Alors qu'en tombant sur un autre bien plus fort, il réussira à le vaincre. Tout simplement car dans la seconde situation, il aura pris un peu plus confiance en ses capacités, essayant de ne plus se voir comme un poids mort, bon qu'à se sacrifier pour la cause. C'est d'ailleurs pour cela qu'il fait partie de ces fameux cas spéciaux, car atteignant l'extension du territoire mais sans réussir à vraiment la finaliser. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a su s'en approcher de par son évolution mentale. Donc logiquement, il pourra le compléter au travers du plein accomplissement de son ego. Ce qui veut dire que les autres manieurs un peu plus aguerris ont déjà achevé ce processus. Gojo, Sukuna ou même Mahito le prouvent. Leur but et manière d'agir sont bien définis et s'accordent très bien avec leurs actions. Ce qui dans un sens donne une dimension très particulière au territoire, renforçant son caractère sacré. Et bien oui, c'est avant tout l'espace vital. Son développement ne vient pas d'un entraînement extérieur mais bien intérieur. Je vous l'ai dit, on y retrouve toujours du Bleach. C'est aussi pour ça que l'œuvre d'Akutami contient très peu d'entraînement physique. Yuji se retrouve à regarder des films car c'est dans le but d'apprendre à maîtriser avant tout ses émotions. Et au vu de ce qu'il vit en tant qu'exorciste, c'est ce qui le sauvera à bien des reprises. Donc donnons une recette claire pour atteindre l'extension du territoire. Pour l'atteindre, il faut que son manieur, poussé au sommet de son art, puisse accorder son fort intérieur avec celui en dehors, pouvant ainsi matérialiser sous la forme de barrière un territoire où il sera octroyé un énorme gain de puissance. Enfin, je dis barrière, mais c'est dans le cas de l'élite classique. Sukuna et Kenjaku, dont le fort intérieur est plus développé de par leurs années d'expérience et de maîtrise, n'ont pas besoin de ces dernières, car n'ayant aucun mal à imposer leur réalité en ce monde. On fera un dernier aparté sur les cas particuliers, ayant des territoires que l'on catégorise comme de l'ancienne ère. Je parle de ceux dont l'activation n'est pas synonyme de mort pour son adversaire. On peut faire référence au sumo qui possède un domaine qui permet simplement de faire des combats, lui permettant d'ailleurs en contrepartie de manipuler le temps qui s'y écoule, un peu à la manière de la salle de l'esprit et du temps. On a aussi Akari et Iguruma qui viennent pourtant de notre ère, car leur domaine ne leur permet pas à proprement parler de blesser leurs adversaires. Ils font plutôt partie intégrante de leur sort. Sans domaine, pas de technique pour eux. Ok, maintenant qu'on a fait le tour, voyons comment se déroulent leurs affrontements et surtout les contre-mesures qui existent. Pour contrer un territoire, le meilleur moyen, c'est un autre territoire. Simple, mais pourtant pas tant que ça.
Lorsque plusieurs domaines entrent en collision, leur propriété de toucher à coup sûr s'annule, et ce sera le territoire le plus abouti qui prendra le dessus. C'est assez logique, mais cela ne veut pas dire qu'il est inutile de déployer son territoire si on le sait trop faible. En équipe, cela peut être une action très intéressante afin de neutraliser une partie des avantages du domaine adverse. Bien que cela ne suffira peut-être pas pour gagner. Cela peut laisser le temps de s'enfuir ou de trouver une autre solution, ou de faire rentrer Toji pour faire un massacre. Bien sûr, il y a plus simple et accessible pour faire cela. Durant l'âge de l'exorcisme, existait un individu ayant créé un moyen efficace qui permettait aux faibles de se défendre des territoires. Son nom, Sadatsuna Ashiya, qui créera la nouvelle école de l'ombre et son style qui de nos jours est encore très utilisé. Vous vous en doutez, je suis en train de vous décrire le territoire simple. Une technique permettant dans une faible zone d'étendre son énergie occulte, neutralisant ainsi tout territoire possible. Il deviendra la base de nouvelles techniques, notamment une secrète transmise au sein des familles nobles. La chute de Pétale et Pris, qui elle se veut plus offensive. Le domaine simple permet de se soustraire temporairement au sort du territoire, alors que la chute vient attaquer directement les sorts adverses à l'aide de son énergie occulte. De par le fait que ce soit une probable déclinaison faite par les grands clans, ce ne sont probablement pas les seuls. Bien que ce soit un sort sous serment, beaucoup de personnes ont dû le copier et en faire leur propre version, ce qui nous laisse énormément de questions sur qui était réellement ce Sadatsuna, ainsi que son héritage millénaire. Voilà, on aura vu toutes les contre-mesures valables en tant qu'exorciste dit classique, car il existera toujours des exceptions telles que Maki et Toji qui, de par leur absence d'énergie occulte, leur permet de passer au travers des barrières, et cela sans le moindre souci. On a bien vu que Maki a été considéré par l'extension de Naoya comme étant un bâtiment ou un objet au même titre qu'un rocher ou un lave-vaisselle. C'est misogyne ça? Que serait une bonne vidéo sur l'extension du territoire si on ne passait pas en revue toutes celles qui existent? Et j'ai bien dit toutes. Pour éviter que ce soit trop répétitif, on va les classer en différentes catégories. Parce que oui, je comptais pas simplement vous lire un wiki. Donc on va déterminer 4 catégories. On aura d'abord les extensions pas abouties, celles qui n'ont pas encore ou ne seront jamais achevées. Ensuite on aura les extensions supposées, une catégorie qui inclura tous les personnages qui en ont sûrement une mais qu'on n'a jamais vue. Ensuite viendra les extensions dites non offensives, propres en majorité à ceux qui appartiennent à l'ancienne ère. Et on finira avec les extensions modernes et offensives qu'on connaît pour la plupart. Donc allons-y, commençons par les extensions non abouties. La première qu'on rencontrera sera celle du fléau de classe S qui occupait la prison, qu'on peut étendre aussi à celui qui a affronté Megumi. Pas grand chose à dire, il n'y avait pas de sort associé, on avait une simple déformation de l'espace. On peut probablement supposer que en son sein le fléau était beaucoup plus fort. Donc passons tout de suite à son bourreau. Megumi Fushiguro avec son extension le Jardin des Ombres. Le Jardin des Ombres est sous le signe du Baisage Guru, faisant référence au Bouddha de la médecine, donc aux propriétés curatives. J'en parlerai un peu plus dans une vidéo qui lui sera dédiée, mais comme on le sait, son domaine est imparfait. Aucun sort spécifique n'y est associé, donc pas de coup sûr, juste des capacités boostées à 120%, lui permettant quand même de dédoubler ses Shinigami, et aussi le fait qu'il puisse étendre ses ombres, ce qui le rend très compliqué à atteindre. Ça en fait une extension très prometteuse. J'ai vraiment hâte de voir quand il l'aura parachevé. La catégorie est plutôt courte, donc passons à la suivante. La première personne dont on aurait souhaité voir son extension n'est autre que Yuki Tsukumo. De toute manière, faisant partie des 4 exorcistes de classe S, c'était une parfaite candidate. Surtout que ça a été confirmé face à Kenjaku, elle maîtrise bien l'extension du territoire. Malheureusement, on ne l'aura jamais vu. On peut quand même supposer ses capacités qui sont sûrement en lien avec son sort Bumbaye. Mais malheureusement, on ne sait pas sur quels paramètres. En restant dans le même combat, on peut aussi supposer pour Tengen. De par son âge et son expérience, il serait très étrange que la maîtresse des barrières ne maîtrise pas la plus dangereuse de toutes. Mais bien sûr, on est plus dans l'ordre de la supposition. C'est aussi du même ordre pour l'ange qui est un exorciste millénaire qui a côtoyé Sukuna, ce qui en fait aussi un excellent candidat. Par contre, un autre personnage où on sait très bien qu'il possède une extension, c'est Hanami. Le fléau a juste eu un problème de timing. Merci encore Gojo Satoru. Son sort est sûrement du même acabit que celui de Jogo ou Dagon. Rien à dire de plus, passons à la catégorie suivante. Les fameuses extensions dites non offensives. C'est pour moi les extensions les plus intéressantes. Le premier cas qu'on rencontrera sera celui de Hiromi Higuruma. Peine capitale prend tout simplement la forme d'un tribunal. En son sein, la violence est interdite. Les participants seront obligés de participer au procès. Si Higuruma réussit à prouver la culpabilité de son adversaire, il se voit privé de son sort. Et s'il ne possédait pas de sort, ce sera son énergie. Mais cela peut aller jusqu'à la peine capitale. La peine la plus lourde que Judgment peut infliger, octroyant à Higuruma l'épée du bourreau, dont se prendre la lame est synonyme de mort. C'est pour moi l'une des extensions les plus intéressantes
récente de tout Jujutsu Kaisen. Gege Akutami s'est vraiment surpassé pour celle-là, sachant qu'en relisant le tome 21, on a une note de l'auteur sur ce sujet. Ayant fait relire les règles par un avocat, il a préparé une nouvelle règle qui est encore inconnue. Et pour le coup, je suis extrêmement curieux et hypé, sachant qu'on risque de la voir très prochainement. Je vois beaucoup de personnes qui espèrent un appel à la barre de Gojo Satoru, afin qu'il puisse venir témoigner en face de son assassin. On passe ensuite à l'extension la plus compliquée de toute l'œuvre, l'extension d'Akari Kinji. Sous le signe de Benzaiten, l'un des 7 dieux de la chance, joueur meurtrier et on va pas se mentir, le sort qui donne le plus mal à la tête. Pourtant, si l'on nommait les subtilités des différentes actions, qui ont tout simplement pour but d'augmenter tes chances de toucher un jackpot, c'est tout simplement un sort basé sur un jeu de hasard, où toucher le jackpot t'offre pendant 4 minutes et 11 secondes un bonus d'énergie occulte infini et un sort d'inversion automatique, pour ainsi dire une forme temporaire d'immortalité. La dernière de cette catégorie, je la considère comme une extension même si ça devrait être plus relégué au rang de domaine simple. Je parle de celle du sumo. Le fait qu'il y ait des règles la met quand même sur un certain entre-deux. Puisque personnellement, si j'avais une extension du territoire, mon but ne serait pas de télécharger le code civil dans le cerveau de mes adversaires. Donc passons tout de suite aux extensions de type offensive, celles qui sont les plus communes dans l'univers de Jujutsu Kaisen. La première qu'on rencontrera n'est pas des moindres. Ce n'est autre que celle de Ryomen Sukuna, sous le signe de Enmaten, le roi des enfers jugeant les pauvres âmes lors de leur passage vers l'au-delà. Au vu de la place que prend le roi des fléaux au sein de l'univers, c'est une extension qui lui sied très bien. C'est l'une des 2 seules extensions qui n'a pas besoin de barrières, ce qui veut dire qu'il est très facile de s'en échapper, mais en contrepartie, sa portée a été grandement augmentée. Dans les 200 mètres qui entourent l'hôtel démoniaque, la vie n'a pas sa place, effectuant en continu 2 sorts de découpe nommées lacération et dissection. L'une détruit tout sans distinction, bâtiment inclus, tandis que l'autre s'ajustera à l'énergie occulte de sa cible. Donc en tant que fléau humain ou exorciste, personne n'y échappera. C'est vraiment une extension extrêmement efficace qui n'aura plus besoin de faire ses preuves, contrairement à celle de Jogo. C'est malheureusement l'une des plus sous-estimées. J'avais déjà mentionné son Mudra dans la vidéo de Kenjaku, qui fait référence à la Grande Mort, d'où le nom de cercueil volcanique. Sa simple activation suffirait à pulvériser n'importe quel exorciste, de par la chaleur qu'il en dégage. S'il l'avait utilisé contre quelqu'un d'autre que Gojo Satoru, il aurait gagné à coup sûr. C'est vraiment pas de chance pour notre petite tête de volcan. Passons d'ailleurs à l'extension de celui qui l'a humilié. Je parle bien évidemment de l'exorciste le plus fort, Satoru Gojo. Sous le signe du Taishakuten, la sphère de l'espace infini est associée à la toute-puissance, dans le sens divin du terme, et cela colle totalement au sort le plus puissant de toute l'œuvre. Toute personne étant victime de cette dernière se voit télécharger instantanément dans son cerveau toutes les informations de l'univers qui l'entoure. Le flot d'informations vient surcharger le cerveau et donc paralyser la cible. Un humain normal qui se prend l'extension de Gojo Satoru pendant 0,2 secondes se verra alité pendant plus de 2 mois, ce qui prouve l'extrême dangerosité de cette dernière. Même Sukuna n'aura pu y résister. On passera ensuite au plus jeune utilisateur d'extension du territoire, vu que le manieur Maito n'a que 1 an. Sous le signe d'Akasagarba, il est associé au grand vide, ce qui donne à l'orbe d'isolement un sens plutôt nihiliste, ce qui est un choix plutôt intéressant au vu du personnage qui n'est régi que par l'instinct. Il fait aussi partie des rares manieurs qui est capable d'activer son extension du territoire sans même utiliser ses mains, exploit qui n'aurait été partagé que par un autre individu, son congénère fléau j'ai nommé Dagon. On ne connaît donc pas le Mudra de l'horizon de l'immensité, on sait juste qu'il est symbolisé par une aumônière. C'est d'ailleurs l'une des extensions qu'on aura vu le plus longtemps en action, nous montrant que posséder une capacité qui peut toucher à coup sûr est extrêmement dangereux. Nanami, Naobito et Maki en auront fait fortement les frais. Sans l'intervention de Toji et Megumi, je ne sais même pas comment ils auraient fait pour survivre. Ensuite, on ne verra pas de nouvelle extension avant 7 tomes, où on en découvrira 3 nouvelles. Donc on va traiter tout de suite la petite triplette Yuta, Uro et Ryu. Je les fais en même temps car on les aura découverts lors du même combat, et surtout qu'il y a peu d'infos à traiter. D'ailleurs, on ne connaît même pas leur nom, mais je peux quand même vous parler de leur Mudra. Celui de Yuta est associé au Dakini, qui est une sorte de démon féminin, ce qui nous fait fortement penser à Rika. Donc il y a de fortes chances que cette dernière soit l'élément central de son extension. Quant à Ryu, c'est celui du Mahama Yuri, qui est aussi une divinité féminine, surnommée le Grand Pan. Peut-être une référence à l'extravagance de ses coupes de cheveux qui lui sert aussi de moyen d'attaquer. Et pour finir, Uro utilise le Mudra du Kundali, qui est représenté comme une divinité protectrice assez colérique, ce qui nous fait un peu penser à son passé en tant que chef du bataillon des astres.
Bon, je pense que pour Ryu, on n'aura probablement plus jamais d'informations sur son extension, mais au vu des derniers chapitres, j'ai vraiment bon espoir pour Yuta. On passe ensuite à l'extension du plus grand misogyne de l'œuvre. Je parle bien évidemment de Naoya Zenin dans sa forme d'esprit vengeur. Le palais lunaire de l'apoptose est sous le signe du temps, ce qui est totalement logique au vu du sort associé. Si ses adversaires ne se calent pas sur la temporalité instaurée par son sort, il se voit figé pendant une seconde. Même si on ne l'aura pas vu pendant très longtemps, c'est un sort très efficace. Si Naobito avait aussi atteint l'extension du territoire, il aurait été sûrement similaire. Bon, peut-être pas au niveau représentation, puisque cette forme d'utérus, ça en dit long sur la personnalité de Naoya. La suivante, on l'a déjà traitée très récemment. C'est celle de jonchée de matrice détenue par Kenjaku, qui renvoyait aux 12 actes de Shakyamuni Bouddha, ayant un certain rapport à la naissance et donc à son sort inné. Et on finit par le dernier qu'on aura découvert. Je parle de celui de Yorozu, sous le signe du Shumyo, qui renvoie à la souffrance et à la maladie. Très raccord avec sa relation maladive avec Sukuna. Nommé triple tourment, la seule chose qu'on a pu voir, c'est sa capacité de pouvoir toucher à coup sûr, lui permettant d'envoyer facilement sa fameuse sphère parfaite. Mais pas de chance, c'est avec le sourire que Makora détruira cette dernière. C'est un peu triste que ce soit la dernière qu'on ait découvert pour le moment. Même si pour me consoler, j'aimerais considérer celle de Takaba comme une extension. Le fait qu'il ait réussi à créer des décors à sa guise me fait vraiment penser que c'était réellement une extension. Surtout que la première fois qu'il a réussi à faire ça, c'est juste après avoir affirmé sa volonté à vouloir faire rire Kenjaku, car étant un peu sa raison de vivre en tant que comique. Donc pour moi, il coche toutes les cases, même si je suis totalement ouvert aux quelconques arguments qui pourraient venir me contredire. Bon, je pense qu'on aura fait le tour. Jujutsu Kaisen touche bientôt à sa fin, l'arc final est bien entamé. On a le droit à un affrontement au sommet entre l'élite du monde occulte. Et au vu de ce qui nous est servi, ça promet vraiment. Mais quelle qu'en soit l'issue, dans plusieurs années lorsqu'on reparlera de cette œuvre, la première chose qui nous viendra en tête sera... Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, tu sais comment ça fonctionne. C'est vraiment pas grand chose, mais ça aide beaucoup. La deuxième partie de la vidéo sur Mahito arrive très bientôt, j'attends juste que l'animé se cale dessus. En attendant, je stream 3 fois par semaine sur Twitch. En plus, tous les jeudis, on regarde l'épisode de Jujutsu Kaisen. N'hésite pas à passer, c'est toujours l'occasion de discuter. Sinon, on se retrouve pour la prochaine et j'ai toujours pas d'idée d'outro, moi. Puis de toute façon, j'ai pas le temps, je dois aller faire mes courses.